Tu le sais probablement, la force est la qualité physique incontournable à développer si tu veux devenir meilleur en calisthénie. Et bien que sur certains mouvements de la discipline, il y a un aspect technique qui entre en jeu, c'est bien la capacité à développer suffisamment de force qui limite la plupart de nos résultats actuels. Si tu veux te rapprocher de tes objectifs, il y a fort à parier que c'est sur cette qualité physique que tu dois investir le plus de temps et d'efforts. C'est d'ailleurs à mes yeux une des qualités qu'on devrait tous développer puisqu'elle impacte les autres qualités physiques comme l'endurance ou la flexibilité s'il est appliqué intelligemment. Malheureusement, étant donné que la calisthénie est une discipline relativement nouvelle et que peu d'études ont été menées à ce sujet, c'est pas forcément clair et évident de comprendre comment appliquer certains principes dans le but de développer cette qualité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà de très bons ouvrages qui ont été écrits à ce sujet dans des disciplines qui se rapprochent de la nôtre. Et ça tombe bien puisque j'ai pu lire il y a quelques temps un livre écrit par Mike Israetel qui s'appelle Scientific Principles of Strength Training. Désolé d'avance pour l'accent. À la base, il a été rédigé pour aider les powerlifters à comprendre certains principes clés de façon à optimiser leur programmation d'entraînement pour obtenir de meilleurs résultats, notamment pendant les compétitions. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, le powerlifting c'est une discipline qui consiste à devenir aussi fort que possible de façon à être capable de soulever des charges monstrueusement lourdes. Et les trois mouvements qui composent cette discipline sont le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Et bien que le powerlifting soit différent de la calisthénie, on a quand même énormément de choses à apprendre de cette discipline et c'est probablement le sport qui se rapproche le plus de ce qu'on fait. Simplement parce que la clé de la réussite en powerlifting, ça passe par le développement de la force, exactement comme en calisthénie. J'ai donc trouvé intéressant de partager avec toi aujourd'hui un résumé des 7 principes de l'entraînement de force qui sont abordés dans le livre en question. J'espère que tu apprécieras la vidéo, c'est parti. Bon, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, j'aime bien donner quelques explications importantes de façon à mieux comprendre la suite de la vidéo. Si tu veux développer ta force, il y a certaines choses cruciales à savoir et appliquer pendant tes entraînements. C'est pas quelque chose qui arrivera par hasard en faisant plus ou moins n'importe quoi pendant tes séances. On va donc voir les 7 principes d'entraînement les plus importants à mettre en place pour obtenir de sérieux résultats sur le long terme. Si tu les appliques correctement, ça pourra te porter extrêmement loin. Ces 7 principes sont une version simplifiée de comment le corps humain répond à l'entraînement. Ils n'ont pas été inventés, ils n'ont pas été créés, ils ont été découverts par la science. Ils n'ont pas tous le même rôle et ils n'apportent pas tous les mêmes résultats, donc ils n'ont pas la même importance. On commencera donc par le principe le plus important pour progressivement se diriger vers le principe le moins important, mais important quand même. Et voilà précisément l'ordre dans lequel ils sont classés. 1. La spécificité. 2. La surcharge progressive. 3. La gestion de la fatigue. 4. La courbe stimuli, récupération et adaptation. 5. Les variations. 6. Les phases par potentiation. Et 7. Les différences individuelles. C'est une vidéo qui risque d'être assez technique et difficile à comprendre. Mais si tu t'accroches jusqu'au bout, je te promets que tu en ressortiras avec de sérieuses connaissances pour tes entraînements. On commence donc avec le premier principe, la spécificité. C'est le plus important et pour une bonne raison. On peut voir sur le graphique qu'il englobe tous les autres principes, ce qui signifie que sans spécificité dans son entraînement, pas de progrès, du tout. Mais alors qu'est-ce que c'est exactement la spécificité? C'est le fait d'entraîner et de stimuler de façon spécifique les mouvements qui sont en relation avec nos objectifs, tout simplement. Ça peut se traduire par l'entraînement du mouvement en question, par la sollicitation de groupes musculaires qui sont utilisés sur le mouvement en question pour faire des gains de force ou d'hypertrophie avec des exercices plus généralistes, ou par la sollicitation du système nerveux de façon à améliorer la coordination et la synchronisation du mouvement en question grâce à des mouvements complexes et techniques. Par exemple, si tu as pour objectif de réaliser des handstand push-up, à un moment ou un autre, tu vas devoir réaliser des handstand push-up pour devenir meilleur sur ce mouvement, ou alors utiliser des exercices qui sollicitent les mêmes groupes musculaires que ceux qui sont utilisés lors des handstand push-up. Ça peut être du développé militaire, des pike push-up, du travail d'isolation pour les triceps. Ça, c'est un exemple de spécificité. A contrario, entraîner tes quadriceps va littéralement avoir zéro impact positif sur ta capacité à réaliser des handstand push-up. Simplement parce que les quadriceps ne servent à rien pour ce mouvement, si ce n'est de te rajouter de la difficulté s'ils deviennent plus volumineux et musclés. Par contre, si ton objectif était de soulever 200 kg en squat, travailler tes quadriceps de façon spécifique, donc que ce soit avec des mouvements polyarticulaires ou d'isolation, ça serait forcément intéressant. La même chose s'applique à toutes les disciplines. Un marathonien a très peu d'intérêt à jouer au tennis pour courir plus vite et plus longtemps, et un tennisman n'a pas besoin de savoir courir 42 km sans s'arrêter pour augmenter la puissance et la rapidité de son coup droit. Finalement, c'est aussi du bon sens. Donc pour simplifier ce premier principe, tu dois absolument être spécifique dans tes entraînements et ta programmation. Si tu veux réussir un mouvement en particulier, il faut que le choix des exercices soit en cohérence avec tes objectifs.
Et un très bon moyen de savoir si tu as fait les bons choix, c'est que pour chaque exercice de ta programmation, tu devrais te demander en quoi est-ce qu'il t'aide à te rapprocher de ton objectif. Si tu n'as pas la réponse à cette question, c'est probablement qu'il n'a rien à faire dans ton programme et qu'il peut soit être remplacé par quelque chose de plus cohérent, soit être complètement supprimé. Et si la spécificité se trouve en première position de ce classement, c'est pour une bonne raison. Parce que tu auras beau appliquer les 6 autres principes qu'on verra juste après, si tu n'es pas spécifique dans tes entraînements et que le choix de tes exercices n'est pas cohérent avec tes objectifs, ça te mènera simplement nulle part. Principe numéro 2, la surcharge progressive. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais c'est vraiment capital d'intégrer ce principe. C'est pour ça que je vais en parler un petit peu plus en détail ici. On peut voir sur le graphique que même s'il n'est pas aussi important que la spécificité, il joue lui aussi un rôle énorme sur nos résultats. On peut dire que la surcharge progressive est appliquée pendant ces entraînements lorsque la stimulation est en moyenne plus importante que lors de ces entraînements précédents. On doit donc atteindre le seuil où le corps est suffisamment mis à rude épreuve pour être perturbé et qu'il puisse par la suite créer des adaptations musculaires et nerveuses pour revenir plus fort et plus performant à la séance suivante. Imaginons que la première semaine de ton nouveau programme, tu réalises 3 séries de 10 pompes. À la fin de ces 3 séries, tu auras donc fait 30 pompes. Si lors de ta deuxième semaine, tu as réalisé ces mêmes 30 pompes sans apporter des changements aux différentes variables de l'entraînement, ça signifie que tu n'as pas appliqué la surcharge progressive. Le principe de la surcharge progressive consiste donc à modifier une ou plusieurs variables de l'entraînement de façon à complexifier ses séances au fur et à mesure qu'on avance dans les semaines de son programme. Et il y a plein de façons d'appliquer la surcharge progressive et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en gros, tes entraînements doivent devenir de plus en plus difficiles, que ce soit en termes d'intensité, donc la complexité d'un exercice, ou bien en termes de volume, donc le nombre de séries et de répétitions réalisées dans tes séances. L'idée c'est vraiment que si tu regardais aujourd'hui où t'en étais il y a 6 mois ou 1 an de ça, tu te rendes compte que tu as progressé et pas que tu en sois toujours au même point à réaliser tes 3 séries de 10 pompes. Sinon il n'y a aucun intérêt et ça voudrait dire que tu te rapprocherais pas de tes objectifs. La surcharge progressive c'est donc le deuxième principe le plus important. La spécificité reste primordiale, mais sans surcharge, il n'y aura pas d'adaptation en termes de gain de force ou d'hypertrophie, ce qui signifie pas de progrès. Avant d'être capable de soulever 150 kg au soulevé de terre, tu dois d'abord être capable de soulever 100 kg. En gros, tu dois gravir progressivement les échelons pour augmenter tes performances. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Dans le but d'appliquer correctement la surcharge progressive, tu dois comprendre certaines choses. Chaque pratiquant est unique et possède un volume d'entraînement maximum auquel il est capable de récupérer et faire des adaptations. C'est ce qu'on appelle en anglais le MRV. Et on peut le catégoriser en plusieurs niveaux. 1. Les entraînements qui ne contiennent pas suffisamment de volume pour induire des adaptations. 2. Les entraînements qui sont suffisamment volumineux pour obtenir des adaptations, mais qui ne sont pas optimaux. 3. Les entraînements qui se situent juste sur notre MRV, et c'est le volume maximum dont le pratiquant peut bénéficier. 4. Les entraînements qui se situent au-dessus de notre MRV pendant une courte période, et qui sont également bénéfiques pour le pratiquant, même si c'est sous-optimal. Et pour finir, les entraînements qui sont beaucoup trop volumineux par rapport à notre capacité de récupération, ce qui impacte les performances sur le court et le moyen terme. Ça fait beaucoup d'informations, mais pour simplifier, un pratiquant doit se trouver entre le point numéro 2 et le point numéro 4. C'est dans cette catégorie que les adaptations sont réalisées, donc c'est ici qu'on doit se trouver aussi souvent que possible. Si on parle de récupération, on va forcément parler de fatigue, et ça tombe bien parce que c'est le prochain point dont on va discuter, et il est étroitement lié avec la surcharge progressive. Principe numéro 3, la gestion de la fatigue. Si tes entraînements prennent en compte le principe qu'on a vu juste avant, celui de la surcharge progressive, et que tu t'entraînes régulièrement, alors la fatigue va s'accumuler au fur et à mesure des semaines. Et le temps qui sépare 2 séances d'entraînement sera du coup pas suffisant pour que tu puisses récupérer à 100% de tes capacités. La fatigue affecte donc le système nerveux, la qualité et la santé des tissus musculaires, tendineux et articulaires, et encore d'autres points plus compliqués qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Imaginons que tu t'entraînes une fois par mois. Peu importe l'intensité et le volume de l'entraînement, tu auras tout le temps qu'il te faut pour récupérer par la suite et revenir au top de tes performances le mois suivant, et dans ce cas-là, il n'y aurait aucun souci. Mais vu que pour progresser de façon optimale, une séance par mois c'est loin d'être suffisant, au fur et à mesure des semaines de ta programmation, la fatigue accumulée risque d'interférer avec tes performances, tes adaptations et tes risques de blessures. Encore une fois, c'est quelque chose qui se produira si tu t'entraînes assez dur et surtout si tu es régulier dans ta pratique et que tu sautes pas d'entraînement. Si tu fais partie de ces pratiquants sérieux et assidus, la fatigue va s'accumuler et c'est pour cette raison que c'est intéressant de pratiquer des semaines de décharge musculaire ou bien des jours d'entraînement léger de façon à dissiper cette fatigue efficacement et revenir plus fort pour le cycle ou la séance d'entraînement suivante. Il existe 3 niveaux de fatigue différents et progressifs. Le premier, c'est le niveau d'entraînement classique, qui se situe en dessous ou au niveau de ton MRV, donc ta capacité à récupérer pleinement. Si tu te situes dans cette catégorie, ça signifie que tu te trouves entre quelqu'un de sédentaire et qui ne s'entraîne pas, et le volume maximum d'entraînement auquel tu es capable de récupérer. La fatigue est suffisamment basse et n'entre pas en interférence avec tes performances, tes adaptations ou ton risque de blessure.
Pour être très sincère, je pense que 95% des personnes s'entraînent de cette façon et n'ont pas besoin de gérer leur fatigue puisque leurs entraînements ne sont pas suffisamment difficiles ou alors ils ne sont pas suffisamment réguliers pour qu'ils puissent commencer à accumuler de la fatigue. Le problème de s'entraîner de cette façon, c'est forcément que c'est sous-optimal. Le deuxième niveau de fatigue, c'est l'overreaching. En français, ça correspond au dépassement de ton MRV, le volume maximum auquel tu es capable de récupérer, et il en existe deux types. Le premier type, c'est le type non fonctionnel. Par exemple, si pendant la semaine ton sommeil est perturbé ou ton stress augmente suite à un événement dans ton quotidien, la fatigue va commencer à s'élever à un niveau problématique. Le souci, c'est que ce type de fatigue ne te permet pas de faire des adaptations pendant ton entraînement puisqu'il ne provient pas directement des entraînements mais d'autres facteurs de récupération. En gros, ta récupération est moins bonne et ça impactera tes performances, donc ça c'est à éviter à tout prix. Le deuxième type, c'est l'overreaching fonctionnel. Il consiste à pousser ses entraînements juste au-dessus de sa capacité à récupérer sur une courte période, puis de réduire l'intensité et ou le volume de façon à dissiper cette fatigue et obtenir de meilleures adaptations par la suite. C'est ici que tu dois te trouver la plupart du temps pendant ta pratique. Imaginons que tu commences un nouveau cycle d'entraînement sur 4 à 6 semaines. Les premières semaines d'entraînement doivent être relativement faciles et en dessous de ton MRV. Et plus les semaines avancent, plus tu devras te rapprocher de ton MRV jusqu'à le dépasser sur les dernières semaines. Après plusieurs entraînements au-dessus du volume maximum auquel tu peux récupérer, une fois que tu ressentiras certains signes clairs, ça signifiera qu'il est temps de lever le pied et de réaliser une semaine de décharge musculaire ou des entraînements plus légers. Ça peut se traduire par une baisse des performances, une chute de la motivation, un sommeil moins récupérateur ou une augmentation du stress par exemple. Toutes ces choses sont des signes évidents que tu as besoin davantage de repos et que tu as dépassé ton MRV. Le troisième niveau de fatigue, c'est le surentraînement. Et là j'aime autant de prévenir, il faut absolument éviter ce stade parce que c'est quelque chose qui peut être très long à guérir. Ça se produit quand tu accumules trop de fatigue pendant trop longtemps et que ta capacité à dissiper cette fatigue devient moins efficace. Voilà pourquoi c'est capital de prendre en considération les infos que notre corps nous envoie, parce que souvent s'entraîner plus, c'est loin d'être la solution. Pour résumer ce point, la fameuse surcharge progressive qui nous rend plus forts au fil des semaines, c'est un processus éprouvant qui se traduit par des adaptations physiques, mais aussi par une accumulation de la fatigue. De façon à optimiser nos progrès, c'est important de faire croître la fatigue au fur et à mesure qu'on avance dans notre cycle d'entraînement, mais arrivé à un moment, c'est aussi capital de réduire et de dissiper cette fatigue de façon à pouvoir continuer à progresser en minimisant le risque de blessure ou les baisses de motivation et de concentration. La gestion de la fatigue, c'est donc un principe avec lequel il faut expérimenter et qui varie constamment. Donc le but, c'est de commencer ton cycle d'entraînement en dessous de ton MRV, de progressivement augmenter jusqu'à l'atteindre puis le dépasser avant de réduire le volume d'entraînement pour pouvoir dissiper cette fatigue et puis revenir plus fort. C'est vraiment un art et ça demande d'avoir une très bonne connaissance de son corps. Voilà pour ce qui est du troisième principe le plus important. Et on vient de voir les trois principes essentiels intégrés dans ces entraînements. Si tu appliques la spécificité, la surcharge progressive et la gestion de la fatigue correctement, tu pourras déjà atteindre de très bons résultats pendant très longtemps. À part la spécificité et la surcharge, la gestion de la fatigue est de loin le principe le plus important. Parce que si tu n'accumules pas de fatigue, ça veut dire que tes entraînements sont trop faciles, donc tu auras difficilement des adaptations. Ou alors tes entraînements sont beaucoup trop difficiles, donc tu arrêteras de progresser, tu deviendras moins bon et avec un peu de chance, tu te blesseras. La gestion de la fatigue te permettra de t'entraîner dur de façon constante, ce qui, avec la spécificité et la surcharge progressive, crée une base ultra solide qui te portera très haut. Les 4 derniers principes qu'on verra, ce sera du plus et de l'optimisation. Ils seront pas aussi importants que les 3 premiers, mais ils ont aussi chacun leur rôle et ils seront utiles à mettre en place, surtout si tu fais partie des pratiquants intermédiaires ou avancés. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo, j'ai hâte de te partager la suite. J'ai préféré couper la vidéo en 2 parties pour que ce soit plus digeste et puis aussi que je puisse donner plus d'informations sur chaque principe. Donc j'espère que tu as apprécié cette première partie et surtout ne manque pas la deuxième. Si tu veux davantage de contenu intéressant, rejoins-moi sur Instagram, c'est un contenu plus personnel, je partage mes progressions, mes entraînements et ma philosophie en règle générale. Donc n'hésite pas à me rejoindre, le lien se trouve en description de cette vidéo. En attendant, moi je te dis à très bientôt pour la deuxième partie. Salut!